troisième table ronde organisée à l'occasion de ce colloque de l'Union régionale CFE-CGC Bretagne sur le dialogue social pour une épargne salariale verte. L'épargne salariale représente des sommes considérables en France, mais où va réellement cet argent? Peut-on parler d'épargne responsable? Les labels environnementaux se sont multipliés. Sont-ils réellement fiables? La rentabilité est-elle au rendez-vous? C'est quand même intéressant en termes d'épargne. Comment les salariés peuvent-ils s'informer et agir? Comment les employeurs peuvent-ils aussi agir? Et que peuvent faire les organisations syndicales? Autant de questions sur lesquelles nous allons revenir avec nos intervenants. À distance, Julie Sanssouci, qui est chargée de campagne engagement de la société civile dans une ONG qui s'appelle Reclaim Finance. Marielle Mangeon, déléguée nationale CFE-CGC à l'économie, et Marc Godenou, spécialiste épargne entreprise à Malakoff Humanis. Julie Sanssouci, nous commençons avec vous. Alors, tout d'abord, j'ai évoqué les montants considérables de l'épargne salariale en France. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce montant ? Oui, bien sûr. Donc déjà, je suis enchantée d'être avec vous et désolée pour le distanciel, mais j'ai pas pu me rendre à Rennes malgré mes origines bretonnes. Je suis déçue. Mais du coup, pour préciser le débat, en mai 2024, l'épargne salariale, ça représentait 200 milliards d'euros. C'est énorme. À titre de comparaison, il faudrait 66 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique en France d'ici 2030. Donc, c'est un levier considérable qu'on pourrait mettre au service de la transition. Reclaim Finance a réalisé une étude qui est assez récente, qui a un an, sur la réalité des épargnes salariales. Quels sont les principaux enseignements que vous en retirez ? Donc ouais, en mars 2024, on a publié une étude sur l'épargne salariale. On a analysé plus de 500 fonds de 16 gestionnaires d'actifs différents. L'objectif, c'était vraiment de faire un état des lieux du marché de l'épargne salariale. Et résultat, plus de 80% de ces fonds financent des entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles. Alors qu'on sait que c'est incompatible avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le problème, et ce qu'on souligne dans le rapport, c'est que la plupart des salariés ne sont même pas au courant de ces investissements. Pourtant, énormément de fonds se prétendent verts. Quelle est la réalité ? Ouais, le problème, c'est que, en fait, ce qui nous a marqué quand on a réalisé cette analyse, c'est tout d'abord le manque de transparence. Nous, on a accès à des bases de données payantes qui nous permettent de connaître le portefeuille des fonds. Néanmoins, dans la majorité des cas, pour l'épargne salariale, c'était particulièrement chronophage parce que la majorité des fonds, ils investissent dans des fonds de fonds qui investissent eux-mêmes dans des fonds de fonds. C'est des vraies poupées russes. Et donc, même pour du coup une ONG professionnelle comme la nôtre, ça pouvait être compliqué d'aller chercher en fait les entreprises qui étaient derrière. Le problème, c'est que c'est exactement le même problème que vont rencontrer les épargnants quand ils vont vouloir connaître la totalité des entreprises dans lesquelles ils investissent à travers les fonds. Donc c'est un peu problématique parce que de ce fait, les salariés, les représentants du personnel doivent faire confiance en fait au fonds, aux intitulés du fonds. Et donc oui, en effet, il y a plusieurs fonds qui se disent verts aujourd'hui. On s'est intéressé aux fonds qui avaient des intitulés verts au sein de ce rapport. Donc c'est des fonds qui sont appelés fonds impact, fonds de transition, conviction. Et en fait, en analysant ces fonds-là, on s'est rendu compte que, encore une fois, 70% investissaient dans des entreprises qui développaient des nouveaux projets fossiles. Donc finalement, une assez maigre différence entre les fonds classiques et aujourd'hui des fonds qui ont des intitulés qui donnent confiance, on va dire, aux salariés. Cela dit, il existe bien des fonds vertueux. Il existe des fonds vertueux et tout l'enjeu, c'est de les trouver, on va dire. Une manière de s'informer correctement, ça peut être de s'appuyer sur des labels. Aujourd'hui, c'est le seul moyen d'avoir une garantie qu'un fonds respecte un certain nombre de critères. Le problème, c'est que il y a vraiment à chaque label ses critères et donc il faut vraiment connaître chaque label pour savoir ses garanties. Et il y a une véritable jungle des labels en épargne salariale. Seuls 2 labels d'État aujourd'hui garantissent qu'un... Non, un suspense. Voilà, il fallait forcément que ça arrive.
Alors attendez, on vous a perdu quelques instants. Le label. On avait un suspense terrible. Oh non. C'est que vous alliez nous dévoiler les 2 labels qui comptent véritablement. Et c'est à ce moment-là que la connexion s'est figée. Alors, reprenez si vous voulez bien. Quels sont ces 2 labels auxquels il faut prêter particulièrement attention? C'est terrible. Donc, je disais qu'il y a 2 labels d'État aujourd'hui qui garantissent qu'un fonds exclut les entreprises qui développent des nouveaux champs pétroliers et gaziers. C'est le label Greenfin et le label ISR. Et on a aussi le label Finansol qui s'est aligné récemment à cette exigence minimale-là, mais il faudra attendre 2026 pour être sûr que tous ces fonds respectent cette exclusion. Et donc, ça peut vraiment être voilà, une garantie de durabilité pour les salariés qui peuvent regarder. Donc, Greenfin et ISR sont les 2 labels sur lesquels vous avez particulièrement confiance. Vous n'avez pas évoqué un label intersyndical qui est le label CIES. Vous êtes plus circonspect? Le label CIES offre des garanties par ailleurs et je pense que Marielle en parlera bien mieux que moi. Aujourd'hui, en tout cas, on constate juste que sur le point de l'expansion fossile, qui est vraiment un point qui est important pour nous chez Reclaim Finance, parce qu'on va regarder vraiment l'impact d'un fonds sur le dérèglement climatique, là, il n'est pas aligné aux autres labels que j'ai cités précédemment. Alors, pour tout ça, vous nous avez dit qu'il y a une jungle des labels, il y en a 2 que vous mettez particulièrement en avant, mais que peuvent faire les salariés? Parce qu'ils peuvent se dire, après tout, on n'a pas prise sur ces décisions. Totalement, et c'est un peu le problème aujourd'hui. Le rôle du salarié, il est limité parce que déjà le salarié, il a accès à seulement 5 ou 10 fonds au sein de son entreprise, même si aujourd'hui la réglementation en vigueur, elle oblige son entreprise à mettre en place au moins un fonds qui est labellisé, c'est pas parce que d'abord, en fonction du label choisi, ça assure pas forcément aux salariés que son placement est durable. Et au-delà de ça, parce qu'un salarié va également faire en fonction de son aversion au risque. Il ne s'agit pas d'un vrai choix si le seul fonds responsable de son plan, c'est un fonds en action qui est très risqué, par exemple, ou alors si c'est un fonds monétaire ou obligation dont le rendement est moindre. En fait, ça va vraiment dépendre de ses préférences. Et s'il y a seulement un fonds responsable, ça ne permet pas de faire un vrai choix pour un épargnant. Est-ce qu'on peut commencer une première sélection en s'intéressant au gestionnaire d'actifs? On allait voir si lui-même a une démarche intéressante. Oui, totalement. Et du coup, c'est une de nos recommandations ici, c'est de regarder donc à la fois au niveau des fonds, les labels qui sont mis à disposition. Et deuxième niveau, c'est de regarder directement qui gère mon fonds d'épargne salariale. Et donc là, ça va se faire au niveau du gestionnaire d'actifs. C'est intéressant de regarder à ce niveau-là parce que ça va être plus englobant. Et donc, on peut voir qu'il y a aujourd'hui des gestionnaires d'actifs qui sont plus ou moins engagés sur le climat. On a des gestionnaires d'actifs qui s'engagent réellement contre l'expansion fossile, qui ont exclu de leurs investissements toutes les nouveaux actifs qui sont émis par des entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles, justement. C'est le cas d'Ecofi, Ophi Invest, Mirova. Ça va aussi être des gestionnaires d'actifs qui, lors des assemblées générales des entreprises, vont vraiment avoir un rôle presque militant en assemblée générale en votant contre un plan climat d'un acteur qui ne serait pas assez engagé. Donc on peut vraiment être sûr en tant que salarié que son argent servent en tout cas à plus de justice climatique. Et on a d'autres gestionnaires d'actifs qui sont un peu plus en retard sur la question. Et à propos de militants, quel rôle peuvent jouer les organisations syndicales au sein de leurs entreprises pour aller vers des fonds vraiment vertueux? Si je disais du coup tout à l'heure que les salariés n'avaient pas forcément beaucoup de clés en main, les représentants du personnel en ont. C'est au travers de la négociation avec la direction pour mettre en place un plan d'épargne salariale qui soit plus responsable. Et donc, comme je le disais, les 2 points de vigilance à avoir, c'est d'abord s'assurer que le salarié il ait un vrai choix. Donc, ça soit pas seulement un fonds responsable qui soit très risqué ou pas du tout risqué, mais du coup une offre plus diverse de fonds responsables. On a même, je connais certaines entreprises aujourd'hui qui commencent à mettre en place des plans 100% labellisés. Donc c'est intéressant aussi parce que ça permet vraiment aux salariés d'être très bien guidés.
Et on peut aussi agir un cran plus haut en demandant un changement de prestataire vers un gestionnaire d'actifs plus vertueux. C'est aussi une possibilité. On est au début d'un très grand chantier, en fait. Oui, non mais totalement. Enfin, je voudrais pas faire croire que toute la responsabilité repose sur les salariés ou les représentants des salariés. Pas du tout. Voilà, on a aussi les teneurs de compte qui sont les distributeurs de l'épargne salariale ou alors les gestionnaires d'actifs qui sont tout aussi responsables en fait de cet écueil-là. Et donc on voit que ça commence à bouger. L'année dernière, il y a eu 1200 salariés qui ont adressé une lettre ouverte à Amundi, au gestionnaire d'actifs Amundi, pour lui demander d'arrêter d'investir l'épargne salariale de ses salariés qui signaient la lettre dans l'expansion fossile. Donc on voit que ça commence à bouger, alors que ces sujets-là, ils n'étaient pas forcément abordés il y a 2 ans. Maintenant, on est même invité à une table ronde pour en discuter avec des représentants du personnel. Donc voilà, ça bouge, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Eh bien, nous retiendrons cet élément-là. Merci Julie Sans Souci. Marielle Mangeon, je vous invite à prendre le micro. Vous êtes donc déléguée nationale CFE-CGC à l'économie. L'épargne salariale, c'est un sujet sur lequel la CFE-CGC a déjà beaucoup travaillé. Oui, alors je vais peut-être rappeler vraiment des éléments très très basiques, mais de quoi on parle là, c'est du système collectif d'épargne salariale. Alors comme le disait Julie, c'est 200 milliards, et c'est un autre chiffre, c'est plus de 12 millions de salariés. Donc tout ça pourquoi ? Pour dire qu'on se rejoint avec les combats de Reclaim Finance, mais on a aussi un autre souci. Nous, c'est par exemple depuis... Alors je vais revenir sur les lois peut-être après, parce que c'est un long combat en fait syndical. Hein. Et du coup, l'objectif pour nous, quand on parle d'épargne salariale, c'est donc la participation, c'est l'intéressement, c'est la PPV qu'on aime moins, hein, mais bon, la prime Macron, elle existe encore. Et donc, c'est un combat d'avoir... plus d'épargne salariale, parce que 12 millions de salariés, c'est bien. Ça progresse énormément. Hein. Si on regarde en 20 ans, l'épargne salariale, je crois aussi c'est presque 400 000 entreprises, c'était 100 000 il y a 20 ans, donc ça bouge. Mais pour nous, il y a encore beaucoup trop d'inégalités, puisque ça ne touche pas tous les salariés, ça touche plutôt les grandes entreprises. Je crois que c'est peut-être 88% des salariés dans les grandes entreprises qui ont une épargne salariale, mais des dispositifs d'épargne salariale, mais beaucoup moins dans les petites. Donc, on a un long combat qui a commencé vers 2001 avec les lois Fabius qui ont permis d'avoir vraiment l'épargne salariale dans le champ de la négociation collective. Et l'idée, c'est d'avoir une couverture plus large et puis aussi de sécuriser cette épargne. Et à cette occasion, donc, on a créé le CIES, c'était en 2002. Et c'est venu juste après cette loi Fabius qui favorisait, on va dire, qui commence à favoriser l'épargne salariale. Et c'est quand même une idée très originale parce que le CIES, c'est donc le comité intersyndical de l'épargne salariale, il a été fondé par 4 organisations syndicales, la CFE-CGC, la CGT, la CFTC et la CFDT. Pas FO qui n'a pas voulu s'y associer. Et il y a quand même très peu d'initiatives de ce type. Hein. On a l'IRES, on travaille sur des études avec l'IRES, mais autrement, c'est quand même assez rare qu'on arrive à s'entendre, et on s'entend depuis 20 ans. Et l'idée, c'était ça. C'était d'abord de ne pas laisser l'épargnant seul face à tous ces... Parce qu'il y a l'épargne, comme je vous le disais, l'intéressement, la participation qu'on peut placer, mais après, ça se retrouve sur des supports, et c'est vrai que ça peut être ça peut être une jungle. Et comment on pouvait, d'une part, aider le salarié pour sécuriser son épargne. Hein, il fait ça pour une épargne à plus court terme ou pour sa retraite. Donc comment on fait pour qu'il ne la perde pas. Et aussi comment... il y avait un double objectif, cet objectif de sécuriser et aussi d'être vertueux, de donner du sens à l'épargne. Et c'est là qu'on va se retrouver quand même aussi avec Julie. Épargne vertueuse, alors évidemment dans le cadre des transitions, hein, sur le plan environnemental, mais aussi socialement. Oui, alors... Parce que là, bon, je suis un peu déçue de ne pas entendre que le CIES était parmi les deux labels cités, mais en même temps, je le comprends. C'est vrai que oui, on a peut-être une orientation qui est... Enfin, si on veut, l'ISR, c'est plus généraliste, le Greenfin, c'est très durable. Nous, on est plus social.
C'est vrai que, alors j'en viens au label, parce qu'on a créé ce comité, et très vite on a créé un label CES, et ça c'était très très novateur, hein. Parce que même je crois que le label ISR il date de 2016. Bon, ce label, nous on l'a créé en 2002. En fait, on revendique d'avoir été précurseur sur l'investissement responsable, sur la mise en place d'un label, et d'avoir accompagné finalement la croissance de l'épargne salariale en France. J'ai peut-être une petite anecdote aussi, c'est qu'il y a pas longtemps, justement, il y avait une conférence sur ce sujet, et il y avait quelqu'un qui témoignait il y a 20 ans. Bon, il y avait eu cette loi Fabius, il y avait le développement de l'épargne salariale, et quand le CES s'est créé, franchement, c'était une société d'analyse financière. Ils disaient, mais nous, on se demandait ce que c'était que cet ovni, ce qu'ils allaient faire, enfin des syndicats qui se mettent ensemble pour créer un label. Et elle dit finalement, très vite, on a eu des gens compétents, et c'est vrai qu'il y a des gens expérimentés de tous les syndicats, sachant que ce label, il a été créé. On a 89 fonds, au dernier décompte, qui sont labellisés pour 4 ans. Après, on a des comités de suivi tous les 2 ans. Donc, c'est vraiment des gens qui connaissent bien la finance et l'épargne salariale. Et en évitant la financiarisation à tout prix, parce que ça pouvait être aussi un risque. Parce que finalement, on arrive à très bien travailler avec les autres acteurs du système, et parce qu'on a des experts, parce que c'est reconnu, voilà, maintenant. Et en revanche, peut-être ce qu'on a, je suis d'accord, on a encore des investissements, peut-être qu'on labellise dans les énergies fossiles, mais on s'est déjà rencontrés, elle sait que je ne désespère pas, voilà, que ça évolue aussi dans le bon sens un jour, mais on a un côté, par rapport aux 2 autres fonds, on va dire, enfin, pardon, nos autres labels, plus social. Nous, on a, dans les questionnaires qu'on envoie et dans le label CES, il y a vraiment un axe très très fort sur la gouvernance, sur je sais pas, les sujets d'égalité hommes-femmes, de dialogue social en entreprise. Donc c'est vrai qu'on a un accent fort, et ce qui se comprend, hein, puisqu'on est un syndicat, sur ce sujet-là, parce que l'idée, c'est, oui, d'investir de façon responsable du côté de l'environnement, mais pour nous, il y a le côté social qui est forcément primordial dans les investissements qu'on peut recommander. C'est un sujet complexe tout de même. Comment faites-vous pour accompagner, pour former vos négociateurs ? Alors, on a des formations. On a de toute façon énormément de formations. Ce matin, on l'avait évoqué avec Madi Gilbert sur la partie plus durable. Mais nous aussi, on a sur l'épargne salariale une formation de niveau 1 et de niveau 2. Alors le premier niveau, c'est vraiment bien comprendre ce qu'est l'épargne salariale et comment la mettre en place. Puisque, comme je vous le disais, c'est un sujet de la négociation collective. Donc, comment faire pour que nos négociateurs soient bien formés. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est comment éventuellement re-challenger avec les gestionnaires de fonds, justement aller plus loin peut-être dans l'analyse des fonds et dans la renégociation éventuellement. Alors ça, c'est vraiment pour tous les militants. C'est accessible dans nos programmes de formation. Après, on a aussi d'autres actions. Par exemple, moi, j'anime un réseau avec tous les représentants, enfin au CES. Donc, on a 2 personnes. Enfin, je ne suis pas très claire. On a plusieurs personnes qui représentent les 89 fonds. Et ils vont analyser tous les ans les fonds en ayant 2 comités de suivi. Donc, toutes ces personnes-là, forcément, il faut qu'elles soient expertes dans tous les domaines. Donc, par exemple, moi, j'anime ce réseau, et puis bien, on va avoir une journée au mois de mai où ils vont être formés sur la CSRD, enfin, même si ça bouge, mais quand même, régulièrement aussi, on a des journées un petit peu plus, on va dire, pointues et puis thématiques. On avait une journée avec Julien l'année dernière, et donc ça, c'est une première action. On a aussi des formation des administrateurs salariés, on les évoquait, et c'est vrai qu'ils sont importants aussi, c'est eux qui peuvent pousser ces sujets-là dans les conseils d'administration. Donc on a aussi un réseau administrateurs salariés avec des formations ou des journées d'information spécifiques.
Voilà, principalement, il peut y avoir d'autres. Et puis des guides pratiques aussi, oui, alors là, de la documentation. Il y a des guides pratiques qui sont à disposition pour à l'extérieur. Hein. Vous avez le guide de l'épargne salariale. Ils sont très très bien faits, nos guides. Hein. Moi, je recommande vraiment beaucoup. Après, on est toujours disponible aussi quand il y a des négociations. Moi, je suis pour des négociateurs, si on doit échanger, pour leur conseiller des accords mieux-disants, des benchmarks. Donc, on est toujours disponible aussi pour les aider. Donc, vous y travaillez beaucoup. Hein. Quand je dis vous, c'est un vous collectif. Cela dit, quel est le niveau de conscience, que ce soit des adhérents, des salariés et des employeurs sur ce problème, sur cette thématique en tout cas? Quel soupir éloquent. Moi, je peux peut-être. Là, j'ai peut-être pas une vision. Peut-être tu auras une vision plus globale. Moi, je peux témoigner pour mon entreprise. Parce que je suis employée de Solvay qui est dans la chimie, et on a dû renégocier il n'y a pas très longtemps avec notre gestionnaire, et franchement je pense que on peut avoir on avait une personne qui était très très pointue dans l'entreprise, qui était un des élus, heureusement, mais bon, autrement c'est quand même c'est un sujet complexe. Donc effectivement, faut être très pédagogique. Nous, on organisait des webinaires pour que CFE, CGC, Solvay, hein, pour que vraiment les salariés comprennent déjà leur épargne salariale, les dispositifs, et puis après, comment orienter. Alors, c'est en plus délicat parce qu'on n'a pas le droit de conseiller non plus. Hein. Donc, ce qu'on leur expliquait, notamment, c'est que nous, on a fait une revue complète de tous les fonds. Et c'est vrai qu'on avait réorienté, parce qu'il y a énormément de fonds qui s'appellent solidaires, au bout d'un moment, on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Hein, c'est exactement ce que tu décrivais. Et donc, nous, on avait plongé dans les fonds en exigeant du prestataire, effectivement, d'avoir dans l'offre finale qui allait être proposée aux salariés, des vrais fonds verts ou solidaires. Mais j'avoue qu'il faut y passer du temps. Hein. Après, même au niveau de la RH, hein, j'aurais pas été d'accord avec le monsieur qui était là ce matin, le DRH, qui disait du temps on en trouve toujours. Ben non, c'est ça qui est compliqué. Moi, quand je me suis plongée dedans, mais ça m'a demandé des heures et des heures de travail pour comprendre comment ça fonctionnait, comment optimiser vraiment, parce qu'on avait plusieurs prestataires, quel prestataire choisir. Et non, ça demande beaucoup de temps. Et j'avais passé des heures et des heures avec justement des personnes du CES pour qu'elles m'expliquent tout ça. Et donc, bon, je pense que pour les RH, c'est pas facile non plus. Nous, on avait la chance d'avoir quand même un bon dialogue social, donc on s'est mis d'accord autour de la table et ça a été assez facile de réorienter l'épargne comme on le voulait, mais c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe. Le chantier est donc toujours en cours. Cela dit, vous pensez, comme Julie Sans Souci, que ça s'améliore ? Oui, moi je suis optimiste de nature quand même. Oui, ça s'améliore parce que quand j'ai plongé dans le sujet, je me suis dit mais enfin c'est quand même chouette ce qui a été fait. Hein, et ce label, c'est quand même une belle réussite syndicale. Quand on voit les montants, alors maintenant c'est vrai que l'enjeu c'est comment on oriente tout ça. Et franchement là, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur à la CFE-CGC. Et c'est comment c'est donner du sens à cette épargne, parce que je peux donner deux exemples. On travaille sur développer encore cette épargne. C'est vrai que je disais il y a eu cette loi Fabius, mais on continue à pousser. Il y a eu des négociations et la ENI sur le partage de la valeur. C'est pas exactement tout ce qu'on voulait, mais il y a des avancées pour élargir les personnes qui ont droit. On va continuer à pousser aussi pour que ce soit justement vers des fonds responsables. On a poussé pour que c'est une des revendications de la CFE-CGC de rajouter un fonds. Il y avait le fonds solidaire. On a voulu qu'il y ait un fonds durable en plus et la loi maintenant elle l'exige. Donc à chaque fois qu'on le peut dans la négociation collective, on pousse ces sujets-là. Et après c'est comment effectivement l'orienter vers une épargne plus vertueuse. Là, par exemple, je peux citer deux initiatives. Alors, je ne peux pas donner tous les éléments, mais on travaille avec un gestionnaire pour bâtir un fonds qui soit vraiment
plus socialement responsable, donc avec des exigences. Par exemple, on va exiger une gouvernance des 2/3 avec 2/3 de salariés au conseil de surveillance. Ça peut être des choses comme ça qu'on met en place. Et l'idée, c'est d'avoir des fonds à thème, et celui-ci, ça serait sur la réindustrialisation et investir dans des entreprises françaises. Donc là, on voit qu'on va spécifiquement sur nos sujets aussi qui sont la gouvernance, l'emploi, ou alors alors j'allais dire, j'avais préparé une autre idée qu'on pousse et qui était de pousser aussi l'épargne salariale si on venait dans un volet de retraite par capitalisation, parce que vous savez que dans l'actualité, en ce moment, on a le conclave et ça pousse beaucoup depuis plusieurs mois pour avoir un volet retraite par capitalisation. Et on se dit, bon, pourquoi pas, on va pas être dogmatique, mais si, ce sont les partenaires sociaux qui gèrent, parce que la GIRCARCO, on le gère très bien, tandis qu'on fait moins confiance à l'État, qui a de la gouvernance et qui a du sens dans cette épargne, et que cette épargne, les fonds qui seraient collectés pour une retraite par capitalisation, ça se dirige, là encore, ou vers des entreprises françaises ou européennes, ou des fonds verts. Enfin voilà, l'enjeu, ça sera bien sûr la gouvernance, qu'on soit les gestionnaires, et aussi que ce soit vertueux et que ça aille vers des activités qui sont durables. Non, on va tout de suite refermer la capitalisation ouais, c'est pas gagné, pour ne pas hein. repartir sur ce sujet-là. Marc Godonou pour Malakoff et Humanis. Alors, vous souhaitez, avant de parler de ce que vous faites et votre rôle de conseil, vous souhaitez faire une petite animation. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va espérer. Alors en fait, vous connaissez tous, c'est le système de Kahoot. Donc si vous avez des portables, ce que je pense, vous pouvez scanner. J'espère que ça va pas marcher. J'espère que ça va marcher Donc c'est les 50 premiers. Donc je sais pas si on est plus de 50. Dites-moi si ça marche ou pas. Alors. Comme on dit, les aléas du direct. mais je crois que la connexion n'est pas très bonne, ça doit être ça. Ouais. Ah, il y en a pour qui ça marche. J'entends une petite musique. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous connecter? Oui. Alors, ça a commencé pour vous? Eh bien, vous avez de la chance. Ouais, parce que nous, on n'a rien. Alors, c'est plus sympa quand on le fait tous ensemble, en fait. Mais là, c'est parti direct. À mon avis, c'est comme dans les prisons, ils ont brouillé comme que les étudiants bossent. Ah oui, d'accord, ok. Alors ce qu'on va le faire en demi-live. Donc la première question, c'est quels sont les principaux dispositifs d'épargne salariale? C'est ça? Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Avez-vous toutes répondu? Oui. D'accord. Il y en a qui ont faux. Levez la main. Je plaisante. Donc en fait, les bonnes réponses, vous aviez la participation, le PE, l'intéressement. Donc je suppose que tout à l'heure, on en a un peu parlé, des différents dispositifs d'épargne salariale. Vous êtes passé à la deuxième question ou pas? Non? Bon, c'est que ça bloque. Ou alors il y a des retardataires. Ah oui, c'est ça. On est un collectif. Ouais. Donc,
pendant qu'il y en a qui répondent, tout à l'heure, en fait, on évoquait la question de l'élargissement en fait des dispositifs d'épargne salariale et de la possibilité d'utiliser l'épargne salariale pour les salariés. C'est vrai qu'il y a depuis longtemps, c'était plutôt accessible aux grandes entreprises et aux salariés des grandes entreprises. Et grâce à l'ANI, l'accord national interprofessionnel, ça a permis d'élargir les salariés, le nombre de salariés qui ont accès maintenant à des dispositifs de partage de la valeur, notamment l'épargne salariale, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises de 11 à 49 salariés, il y a cette obligation, dès lors qu'elles font un certain bénéfice, bien sûr, d'avoir un dispositif de partage de la valeur. Et c'est vrai que tu l'as dit un petit peu à demi-mot tout à l'heure, il y a des dispositifs dans le cadre du partage de la valeur qui existent, comme la PPV. Ça permet pas justement d'investir dans des fonds, quoique maintenant on peut aussi l'investir dans un plan d'épargne. Et c'est vrai que le fait d'élargir cette possibilité d'accéder à l'épargne salariale aux plus petites entreprises qui ont ou pas des organismes représentatifs du personnel dans leur entreprise, ça permet comme ça d'avoir accès à cette épargne salariale. Et derrière ça, justement, s'il y a un CSE, c'est encore mieux, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir engager ce dialogue dans la mise en place du dispositif d'épargne salariale ou lors du versement de la prime qui sera dégagée, d'expliquer en quoi justement le salarié a sa responsabilité, ou en tout cas a sa part pour pouvoir investir dans un fonds qui va dire avec une certaine éthique. C'est-à-dire que chacun de nous a un choix à faire dans l'entreprise. Exactement. C'est-à-dire que, en effet, c'est plus vrai dans les grandes entreprises où, du coup, le pouvoir de négociation avec le teneur de compte, avec le gestionnaire, rééquilibre un peu les choses et ça va être plus facile d'ouvrir le champ des possibles dans le choix des fonds. Mais c'est vrai que dans les petites entreprises, souvent, nous, en tant que teneur de compte, on va plutôt proposer des produits qui sont simples, parce que c'est aussi ce que recherche l'entreprise. Néanmoins, nous, par exemple, on propose, même sur des dispositifs assez simples, un choix de 17 fonds labellisés CIES, et qui permettent de se dire à un moment, oui, dans mon dispositif, même si on n'a pas un gros pouvoir de négociation avec le teneur de compte, de pouvoir quand même lui demander de choisir des fonds labellisés CIES ou Greenfin, et ça permet d'orienter l'épargne. Mais est-ce que l'épargne salariale verte rapporte autant que l'épargne, non verte ? Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, excusez-moi si je parle trop fort dans le micro, c'est marrant parce que tout à l'heure, pendant la pause déjeuner, il y a eu, cette question est ressortie parce qu'il y a une espèce de croyance populaire, si on peut utiliser ce terme-là, qui fait dire que j'ai un choix à faire, soit entre la rentabilité de mon investissement ou, loin dire, un investissement éthique. Quand je parlais d'éthique, je parlais plus largement d'ESG. Et or, il y a des études qui ont montré que sur une durée 3, 5, 7 ans, il ne faut pas oublier qu'en épargne salariale, on est sur des durées qui sont à peu près, justement, déjà le plan il est bloqué 5 ans ou à la retraite, avec des cas de déblocage anticipé, mais on n'est pas sur du court terme, sauf des cas de déblocage, mais de manière générale, on est plutôt sur du moyen terme. Et heureusement, justement, sur le moyen terme, ces études ont montré qu'il n'y avait pas en fait de grosses différences de performance entre les fonds qui sont justement ESG, ISR, et les fonds qui ne sont pas labellisés. Et ça permet justement de se dire à un moment, oui, c'est pas simplement un choix entre performance et éthique, ça peut être aussi justement le fait d'allier les deux. Après, il y a quand même des périodes, c'est-à-dire que si on prend par exemple pendant le Covid, on va voir que les fonds qui sont ESG, ISR ont bien performé. Pourquoi ? Parce que comme c'était investi dans l'économie sociale, dans la santé ou dans des environnements de ce type-là,
eh ben, pendant le Covid, ça a quand même rapporté en fait. Hein. Et il y a d'autres moments, comme par exemple en 2022 où le marché des obligations a quand même beaucoup augmenté, donc du coup la performance des fonds obliges, eux, ont été plus faibles. Eh ben, derrière, beaucoup de fonds ISR aussi ont pâti de ces fluctuations du marché. Donc c'est pour ça que avec le lissage lié à la durée de détention de l'épargne salariale, on peut affirmer qu'il n'y a pas en fait de choix à faire entre rentabilité du fonds et en tout cas performance du fonds et un fonds éthique. Ça veut dire que le seul choix à faire, c'est d'inclure des critères environnementaux ? C'est ça. Et sociaux. Oui, j'oublie. Et sociaux. Mais ça veut dire que là, tout le monde doit jouer son rôle, aussi bien direction qu'organisation syndicale. C'est ça. Et en fait, même au-delà de ça, je dirais que tout le monde a, même pas forcément que les salariés, les organisations syndicales ou les teneurs de compte, en fait, tout le monde a un rôle à jouer dans le sens où déjà l'État ou les pouvoirs publics, eux aussi, avaient leur rôle à jouer. Avec la loi Industrie verte, avec les différentes lois, les accords de Paris, tout ça font qu'il y a quand même il y a une réelle tendance à la transition écologique. Mais si derrière ça, le souhait, la volonté des pouvoirs publics n'est pas relayée par les organisations syndicales, dans le choix qu'elles vont faire justement lors des négociations, en tout cas dans le dialogue qu'elles vont avoir lors des négociations pour le choix des fonds, si ce rôle n'est pas joué, je dirais, même si les pouvoirs publics proposent de faire des choses et que derrière la négociation ne permet pas justement de faire ces choix-là, ça n'aboutira à rien. Les salariés eux aussi ont leur rôle à jouer dans le sens où si j'ai un plan d'épargne et que j'ai plusieurs fonds sur lesquels je peux investir, mais que derrière ça, je ne vais investir que sur des fonds qui ne sont pas justement ESG, ISR ou tout autre label, même si les organisations syndicales ont joué leur rôle, mais que les salariés, eux, ne le jouent pas, ça va rien faire. Donc il y a une réelle, un réel dialogue. Oui. Peut-être je peux ajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a deux moments clés. Il y a le moment où on négocie l'accord d'intéressement, et ça, c'est sur quels critères, c'est l'abondement, parce que je vais parler de l'abondement. Et après, il y a le deuxième moment clé, c'est effectivement le contrat qu'on a négocié avec le gestionnaire des fonds. Et bon, on évoquait la loi sur le partage de la valeur de 2023 qui impose maintenant d'avoir un fonds solidaire et puis un fonds vert, mais rien n'empêche, quand on négocie, d'en demander plus, et d'être mieux disant. Et puis rien n'empêche aussi de négocier que l'abondement, il soit pas seulement sur, je sais pas, des actions de la société, mais justement sur ces fonds-là, pour que le salarié oriente, parce que souvent ça joue, quand on a de l'abondement sur certains des fonds, forcément on va être incité à placer là. Donc il y a plein de leviers possibles pour qu'on oriente vers ces fonds qui sont labellisés. Marc Godonneau, si on devait donner des arguments simples pour aller vers des fonds plus verts, plus sociaux, quel serait-il vu du gestionnaire ? Alors, je suis certainement pas le mieux placé pour répondre à cette question, puisque du coup là on rentre vraiment en effet plus dans le label et dans ce qui compose le fonds labellisé. En revanche, on y a un peu déjà répondu tout à l'heure quand je disais qu'il n'y avait pas forcément de compromis à faire entre la performance du fonds et son label. Mais juste pour revenir à une chose, l'intérêt aussi de l'épargne salariale, parce que c'est le sujet, c'est que, tout à l'heure tu l'as bien dit, il y a différents moments où ça peut intervenir, mais l'intérêt, c'est que l'épargne salariale, notamment à travers l'intéressement, c'est un outil qui est assez souple. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre entreprise a déjà négocié un accord d'intéressement, a déjà négocié un plan d'épargne, que ça ne peut pas évoluer. L'intérêt, c'est qu'on peut faire des avenants, qu'on peut rajouter un fonds, justement un fonds labellisé. Si vous vous rendez compte que dans votre offre de fonds,
eh ben, il manque quand même ce côté socialement responsable, environnemental. Rien ne vous empêche de retourner à la table des négociations pour justement demander à faire évoluer votre plan d'épargne ou à faire évoluer votre accord d'intéressement, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne sais pas si l'idée c'était aussi d'évoquer, c'est que à l'intérieur d'un accord d'intéressement, parce que là on a parlé du fléchage des sommes, mais à l'intérieur d'un accord d'intéressement, on va pouvoir aussi intégrer des critères extra-financiers qui vont être des critères justement environnementaux ou ESG. Et ça, c'est très important. Et c'est là où, du coup, on parle de différents moments. Et le gros l'intérêt de l'épargne salariale, c'est que c'est pas quelque chose qu'il faut laisser mourir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut alimenter, qu'il faut faire vivre. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait des formations, qu'il y avait de l'accompagnement et de la négociation. Et donc, ça, c'est très important, justement, de ne pas le laisser de côté, parce que forcément, les 200 milliards, si on veut que ça continue à augmenter, quelque part, il faut continuer à le faire vivre. Alors, vous avez des questions sur cette matière complexe ou des retours d'expérience? Le micro va être mis à votre disposition. Y a-t-il une question, un commentaire? Oui, nous en avons une. Vous avez fait exprès de vous mettre tout au fond de la salle pour être sûr que Paul fasse de son temps d'exercice quotidien. C'est gentil. C'est à vous. Non, mais j'étais prof, donc je fonctionne comme mes étudiants. Je me mets toujours au fond pour voir tout le monde. Non, plus sérieusement, même si, une fois de plus, je risque d'appuyer où ça fait mal. Moi, je suis issu de la fonction publique, donc l'épargne salariale, je ne suis pas spécialiste, évidemment. Mais je vais poser une question, qui est une question forcément de syndicalistes, défenseurs des droits sociaux. Quelle est l'équité de répartition de l'épargne salariale entre les salariés d'une même entreprise? Parce que ça pose quand même la question, qui a la possibilité de mettre de l'argent de côté sur des fonds divers? En fait, dans le CAOUT, il y avait des éléments de réponse. Je ne sais pas si vous avez pu y aller jusque-là, mais bon. Alors, en fait, l'intérêt aussi de l'épargne salariale, c'est que du coup, ça bénéficie à tous les salariés qui ont au moins 3 mois d'ancienneté, hein, si ça a été défini comme ça. Ça peut même descendre à 0 mois d'ancienneté, si l'entreprise veut que le salarié en bénéficie tout de suite. Après, il y a des critères qui vont être, par exemple, si je prends l'intéressement, on va pouvoir le répartir en fonction soit du temps de présence, soit en fonction du salaire, soit que tout le monde ait la même chose, ou alors un mixte des 2 ou 3 critères. Après, vous soulevez aussi un élément, c'est la capacité aussi d'épargne. Et c'est vrai qu'un salarié qui va toucher sa prime d'intéressement, à un moment, il va se poser la question de savoir cet argent, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je peux le placer? Et à ça, on peut y répondre de différentes manières. Et lui, il pourra y répondre. C'est soit en effet, il n'a pas la capacité. Et là, dans ces cas-là, cette prime, ça sera du bonus. Mais tout à l'heure, il a été indiqué la possibilité d'abonder. Et abonder, c'est quoi? C'est-à-dire que je touche une prime de 500 € et mon employeur m'incite à placer cette somme, tout ou partie de la somme, dans le plan d'épargne pour justement avoir, par exemple, 200, 300 € de plus. Donc le salarié peut placer une partie de la somme qu'il a pour pouvoir justement bénéficier de cet abondement et le placer dans un fonds éthique. Peut-être je peux compléter. Alors, je ne sais pas si c'était la question précise. Est-ce que c'est réparti équitablement ou de manière égale? C'est vrai qu'il y a des positions syndicales qui sont différentes. Hein. Il y a certains syndicats déjà qui sont contre l'épargne salariale, donc on n'a pas FO dans le CES parce que c'est carrément des dispositifs qu'ils ne soutiennent pas. Après, il peut y avoir des positions où tout le monde doit avoir la même somme. Bon, la CFE-CGC, même si elle considère qu'il faut l'encadrer,
nous, on est quand même plus pour des critères. Nous, notre population, c'est l'encadrement et qu'il y ait on va dire, des nuances entre les différentes sommes qui sont versées en fonction aussi de l'investissement qui est fait dans l'entreprise. Pour nous, c'est pas choquant, mais il faut qu'il y ait des critères qui soient objectifs et que ça prenne pas non plus des proportions, d'écarts énormes. Mais c'est vrai qu'il y a des positionnements des différents syndicats qui sont différents en ce domaine, ça c'est certain. Autre intervention, monsieur. J'ai deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est en complément de ce qui vient d'être débattu. J'aimerais savoir si vous avez une idée de la proportion de l'intéressement et de la participation qui est investie en regard de la proportion de ce qui est directement caissé par les salariés, justement ce serait intéressant à savoir. Et en fonction justement de la catégorie de salariés, est-ce que les cadres, justement du fait qu'ils ont plus la possibilité, est-ce qu'ils sont 95% à investir, ou au contraire les autres sont... J'aimerais bien des chiffres là-dessus si vous en avez. Et la deuxième question, c'est par rapport aux critères. Parce qu'il me semble qu'on est là justement pour discuter de à quel point nous, en tant que syndicat, on peut faire en sorte que l'action de notre entreprise puisse devenir plus durable. Et je ne pense pas que c'est en choisissant tel fonds qu'on va faire évoluer la politique de notre entreprise. Donc pour moi, la vraie question ici, c'est celle de qu'est-ce qu'on met comme critère pour déclencher le versement de l'intéressement, la participation, machin chouette. Et je voudrais savoir, vous qui êtes dans CEIS ou compagnie, CIES, pardon, est-ce que réellement il y a quelque chose qui se fait en ce sens? Moi, ce que je vois dans mon entreprise, c'est que ce sont souvent des critères très légers, très faciles à atteindre, et qui au final font en sorte que tout le monde touche l'intéressement, et ça change absolument rien sur la stratégie de l'entreprise. Donc je voulais savoir, est-ce que quelque part les syndicats, est-ce qu'ils ont en intersyndical ou même de façon séparée une vraie politique pour faire en sorte de faire bouger ces critères et de les rendre beaucoup plus contraignants pour les entreprises, quitte éventuellement, si l'entreprise ne tient pas ses objectifs, à ce qu'on touche moins. Quelque part, on est aussi responsable quelque part des orientations de la boîte. Merci. Alors, il y a plein de questions. Sur la proportion entre les gens qui placent et ceux qui touchent directement l'intéressement, la participation, j'ai pas. Moi, je sais que dans ma société, quand même, il y en avait plus. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais il y avait quand même, comme il y avait des abondements intéressants, il y avait une incitation forte quand même à placer. Et donc, il y avait une majorité de salariés quand même qui plaçaient. Mais vous donnez le chiffre exact, je ne sais pas. Sur les critères. Alors, moi, les critères... Après, j'ai quelques chiffres, mais bon, peut-être on pourrait revenir sur effectivement qui a tendance à placer, mais il n'y aura pas de surprise. Hein. C'est sûr que des gens, par exemple, plus âgés, ils vont plus se placer que quelqu'un qui est jeune et qui a un salaire moins important, etc. Hein. Donc, mais pour venir sur les critères, c'est vrai que c'est compliqué, ça. Hein. Et des fois, on a même dans la négo, on n'arrive pas à beaucoup faire bouger la société. Enfin, moi, c'était mon cas. Hein, les critères, c'était un petit peu... c'était plutôt le management qui le définissait que nous. Et on avait du mal à avoir beaucoup de leviers là-dessus. Mais après, je me dis... C'est vrai qu'on revient à la discussion tout à l'heure. Il y a plusieurs leviers. Alors, si on n'y arrive pas et qu'on trouve que là, ils sont pas très... notre société n'est pas très ambitieuse sur ces critères-là, ok, mais on peut se rattraper sur les cibler vers des fonds. On fait quand même quelque chose. Parce que, bon, à ma connaissance, l'État, c'est pas lui qui rentre dans les critères d'intéressement. Hein. Ça se définit au niveau de la société. La loi, aujourd'hui, elle peut imposer le fléchage vers des fonds. Comme on le disait, il y a une obligation de mettre 2 fonds en responsable, on va dire. Mais par contre, à ma connaissance, il n'y a rien qui dit la société, elle doit mettre un critère sur ses émissions de CO2, un critère sur ça. Donc, des fois, il y a des sociétés, elles sont très ambitieuses là-dessus, tant mieux. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais là, on a quand même un levier qui est aller cibler, négocier pour bien faire attention avec qui on travaille en termes de gestionnaire de fonds et négocier pour qu'il y ait des fonds bien labellisés. Alors, très rapidement, mais je pense que c'est un sujet très important, en effet. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que même si les organisations syndicales n'ont pas forcément ce poids-là, ça rentre quand même de plus en plus dans les mœurs. Et là où ça peut être intéressant, c'est notamment en termes de formation.
C'est-à-dire que, pour prendre notre exemple, nous, à Malakoff Humanis, dans notre accord d'intéressement, on a une partie de la prime qui est liée justement à la formation sur toutes les problématiques RSE. Donc ça va être, et c'est facilement mesurable, savoir si tous les salariés ont fait donc leur formation. Après, il y a d'autres secteurs où ça va être, par exemple, le taux de déchets, en tout cas de déchets en production, et ça peut avoir un impact économique et aussi impliquant pour le salarié, mais il faut juste pas tomber dans l'écueil où du coup l'entreprise va avoir une contrainte de décarbonation et derrière, ça soit le salarié qui en soit le responsable et qui en pâtisse par une prime. C'est là où il faut trouver un juste équilibre, mais il y a des choses qui peuvent se faire. Peut-être très très vite. Moi j'ai quand même l'impression, et puis peut-être ça serait intéressant de demander aussi Julie ce qu'elle en pense, mais moi j'ai l'impression que ça bouge quand même, parce que moi j'ai des exemples, par exemple dans les AG où des personnes ont demandé vraiment justement à ce qu'il y ait des ciblages vers certains fonds, ou alors là en ce moment on travaille avec un gestionnaire de fonds qui veut construire un fonds avec nous, avec nos normes de gouvernance, parce que je pense qu'ils sentent que c'est un sujet qui vient des entreprises ou des salariés, et qu'il faut qu'ils arrivent à avoir des propositions dans ce sens. Donc je pense quand même que ça bouge. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis désolée, parfois ça coupe, surtout pour le passage de questions-réponses. Il y a toujours un délai. Du coup, si vous pouvez juste reformuler la question. En fait, est-ce que ça va dans le bon sens, finalement ? Voilà, est-ce que tu vois quand même des évolutions positives dans les entreprises et dans leur stratégie d'entreprise ? Ça marche. Et ben, ce qu'on a pu voir, en tout cas, c'est que il y a de plus en plus d'entreprises qui optent pour des plans d'épargne salariale 100% labellisés. Ça, on ne l'avait pas vu avant. Donc, c'est intéressant. Enfin, c'est des entreprises comme Arkane Studio, qui est l'entreprise de jeux vidéo français, et aussi AREP, qui est une filiale de la SNCF, il me semble, qui ont opté pour ces plans d'épargne salariale-là. Donc, on voit qu'il y a quand même un réel intérêt, à la fois parce que c'est toujours des initiatives qui ont été portées d'abord par des élus. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que ça vient vraiment des salariés et des représentants quand il y a ce genre de pratiques qui se mettent en place. Mais il y a un intérêt à la fois du côté des représentants, et à la fois ça fait quand même écho à la direction qui l'encourage et qui encourage cette mise en place assez rapide. Après, bon, c'est des entreprises qui ont une taille qui reste assez restreinte, et du coup c'est plus facile, je pense, pour arriver à des accords comme ça concrets dans l'entreprise. Mais en tout cas, on voit que c'est pas impossible. Sujet complexe qui évolue positivement. Un tout dernier mot, Marielle Mangeon. Il ne faut pas me donner le micro après. Non, mais c'est vrai, quand je suis venue ce matin dans le train, j'écoutais un webinaire justement sur l'épargne salariale, ça tombait bien. Et il y avait une personne qui donnait l'exemple d'OVH Cloud. On revient sur votre question sur les critères et d'intéressement. Et il disait, pour la première fois, ils avaient mis plus de critères ESG que de critères financiers. Et donc ça évolue. Oui, je lis sans souci. Peut-être juste pour compléter, donc oui, j'ai parlé de ces deux entreprises qui avaient opté pour des plans 100% labellisés. Et sinon, j'ai un autre exemple en tête, l'Agence française de développement qui a opté pour un changement de prestataire cette fois, donc de teneur de compte et de gestionnaire d'actifs, pour aller vraiment vers un teneur de compte qui était beaucoup plus engagé. Donc ça se fait aussi à l'échelle de grands groupes. Eh bien, sur ces notes positives, nous allons conclure ce sujet complexe. Merci à nos intervenants. Vous pouvez les remercier également. Merci beaucoup.